Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi qu'hypnothérapeute. Vous pouvez en savoir plus sur mon sujet en allant sur mon site principal qui est malka.fr. Et là d'ailleurs vous pouvez même accéder à mon calendrier et prendre rendez-vous en ligne. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Alors bonsoir ou bonjour parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui vient du Québec d'après l'adresse email. Donc bonjour pour certains et bonsoir pour d'autres. Bonsoir Galicia, bonsoir Laurence. Et puis oui, alors le sujet d'aujourd'hui c'est la crise de milieu de vie. En fin de compte, logiquement en français ça s'appelle plutôt la crise de la quarantaine. Mais vu que en fin de compte il y en a qui placent la crise de la quarantaine à la trentaine et à la cinquantaine, etc. Ça faisait un petit peu bizarre de parler d'une crise de la quarantaine en partant du principe que certains placent la crise de la quarantaine à la vingtaine. Donc j'ai choisi de faire un changement en utilisant un anglicisme, midlife crisis, que j'ai donc transformé en français crise de milieu de vie. Comme ça, tout le monde est satisfait et personne n'est content. Alors, je vais vous raconter une histoire en fin de compte, parce que quand j'habitais à Copenhague, à un moment donné, et on avait une maison qui était tout au fond d'une impasse, puis il y avait un petit chemin de terre qui menait à la plage, elle était à 150 mètres, et donc on se connaissait tous, les voisins et tout, c'était des petites résidences et des pavillons. Et c'était très sympa. On avait des fêtes de voisins régulièrement et tout. Et il y avait un voisin, celui qui était en fin de compte, donc on était au bout, et puis juste à côté, à notre droite, il y avait un voisin qui faisait partie de l'écurie John Nielsen. John Nielsen, c'était, ou c'est toujours peut-être, un conducteur de Formule 1 très connu, internationalement connu. Il a gagné plusieurs grands prix, etc., etc. Donc des fois il y avait des belles bagnoles garées devant chez nous, il y avait des Ferrari, etc. Alors c'était bien, on se prenait en photo devant les Ferrari et puis ça nous gênait pas en fin de compte qu'ils garaient leurs bagnoles là, quoi. C'était pas des Lada, quoi. Et donc le voisin était un homme d'une quarantaine d'années, sa femme aussi. Ils avaient un grand garçon et un autre qui était encore plus grand qui habitait plus à la maison. Et puis un jour, la voisine a disparu. On la voyait plus, et à la place, il y avait une jeune femme blonde qui devait avoir la vingtaine, 25 ans à tout casser, avec une petite voiture noire, genre Auto Bianchi ou Austin, vous voyez le truc. Et puis, le voisin, il a commencé à se comporter de façon super bizarre. Il a commencé à démarrer sur les chapeaux de roue, on entendait la musique très fort le soir. Enfin, le mec, il était en train de revenir à ses 20 ans, quoi, en gros. Et puis, tout le monde l'a remarqué dans la rue, parce que cette jeune femme, elle disait bonjour à personne, alors que nous, on se disait tous bonjour quand on se croisait. Elle ne nous regardait même pas. Enfin bref, on se disait, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça a duré comme ça 2 ou 3 mois, à peu près. Et un matin, la petite dame en voiture noire, elle est partie comme d'habitude. Et le soir, c'est sa femme qui est rentrée. Et puis après, lui, il a recommencé à conduire normalement. Il n'y avait plus de musique très fort le soir, etc. Il est redevenu normal, quoi. Et généralement, enfin très souvent, quand on parle de crise de la quarantaine, on pense un petit peu à ce genre d'histoire. Et c'est un petit peu ce genre d'histoire qui se produisent, on dit bon bah voilà, elle est en train de passer au travers de la crise de la quarantaine, ou elle est en train de passer. Alors pour les femmes, c'est plutôt généralement, on va dire, c'est le syndrome du nid vide. C'est-à-dire que quand les enfants sont partis de la maison, et la ménopause commence à frapper à la porte. La femme est souvent prise en sandwich entre toujours être la mère de ses enfants et s'en occuper, et puis s'occuper de ses parents. Donc là, on va dire, bon ben voilà, elle a la crise de la quarantaine, c'est là où ce genre de choses se produit. Et en fin de compte, cette crise de la quarantaine, donc, elle se produit
à des moments très différents de l'âge. Donc des fois, elle se produit à la trentaine, des fois à la vingtaine, des fois à la cinquantaine, dépendamment donc du rythme de vie, de quand est-ce que vous avez le nid vide ou quand est-ce que vous vous laissez tenter par la secrétaire blonde avec un quotient intellectuel à 2 chiffres. Maintenant, le truc, c'est que, déjà, on va commencer par la naissance de la crise de la quarantaine ou de la crise du milieu de vie. Parce que ça, il y a peu de gens qui savent comment ça a commencé tout ce concept qu'on utilise beaucoup. Bonsoir Thierry. Alors, en fin de compte, cette invention, ce principe, il nous vient d'un psychanalyste psychiatre et consultant canadien, qui était à l'époque relativement inconnu, personne ne le connaissait vraiment, et qui s'appelait, parce qu'il est mort, Elliot Jaques. Et à l'époque, lui, il avait aux environs 48 ans, et c'est à ce moment-là où il a commencé à réfléchir un petit peu à ce genre de truc. Alors, il avait lu des biographies d'hommes célèbres qu'il aimait beaucoup, des compositeurs, des artistes. Il aimait beaucoup les biographies, donc il les avait pas mal lues. Donc il avait lu sur Chopin, sur Bach, sur Beethoven, etc. Et d'après lui, ces gens-là, une fois arrivés vers la quarantaine, ils ont tous souffert d'une crise dans leur génie. Mais c'est pas quelque chose que Bach, Chopin, Beethoven ont écrit. C'est quelque chose qu'il a déduit des lectures qu'il avait eues sur ces personnes. Alors, il est quand même intéressant de noter que les personnes sur lesquelles il a basé cette fameuse crise de la quarantaine, c'était tous des personnes européennes, de type européenne, et qui, parce que lui, il était quand même canadien, donc il était quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Et même s'il y a beaucoup de similitudes entre les Américains et les Européens, il y a quand même aussi pas mal de différences. Et puis en plus de ça, c'était des personnes qui ont vécu au XVIIIe et au XIXe siècle, fin du XVIIe même pour Bach, début XVIIIe, il est mort. Donc de toute façon, c'était quelque chose qui était basé sur une idée qu'il avait eue, sur des déductions qu'il avait eues, d'après la façon dont il avait compris les crises de génie que ces génies avaient d'après lui subies. Et c'est d'ailleurs après lui que est venu le principe, entre guillemets, que ça servait à rien d'utiliser des chercheurs qui avaient passé l'âge de 40 ans, parce que passé l'âge de 40 ans, ils inventaient plus rien de nouveau, ils remettaient en cause leurs propres théories et ils avançaient plus. Donc en fin de compte, chercheurs à partir de 40 ans, c'était plus très intéressant. Donc il y a eu plein de théories et de principes qui sont sortis de ça, mais il n'y a pas vraiment, enfin à l'époque en tout cas, il n'y avait pas vraiment d'études, il n'y avait pas vraiment de choses qui pouvaient indiquer qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la crise de la trentaine, vingtaine, quarantaine, ou ce que vous voulez, la crise du milieu de vie. Alors, comme selon ma bonne habitude, quand il y a un mythe, moi je joue à la naphtaline, et donc du coup, ça va être un mythe qu'on va devoir démonter, parce que on est d'accord, il y a beaucoup on peut avoir beaucoup de raisons d'être insatisfait de la vie pendant certaines années intermédiaires. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise de la quarantaine réelle, ou est-ce que c'est un fantôme qui est intuitivement relativement attrayant? Parce que par exemple, pour l'affaire du voisin dont je vous ai parlé, qui est une histoire totalement bénigne et très commune, dans ce cas-là, on dit, c'est la crise de la quarantaine. Voilà, on a l'explication. C'est mieux que de dire, il se sent pas sécure pour telle ou telle raison, ou il est entré en dépression pour telle ou telle raison, ou ça va pas entrer avec son couple pour telle ou telle raison. Il peut y avoir une foule d'autres raisons pour laquelle il a agi comme ça. Mais, voilà, quoi. Donc, non seulement il est difficile de décider quand est-ce que cette crise de la quarantaine ou cette crise de milieu de vie va arriver, mais on s'est rendu compte, en fin de compte, que l'âge moyen est élastique par rapport à notre vieillissement. C'est-à-dire que
on va pour les personnes plus jeunes, ça se produit plus tôt que pour les personnes plus vieilles. C'est-à-dire que les jeunes adultes, d'après eux, l'âge moyen de la crise, ça s'étend du début de la trentaine à la cinquantaine. Mais quand on demande aux adultes de plus de 60 ans, eh ben on va dire c'est à partir de la fin de la trentaine jusqu'au milieu de la cinquantaine. On ne juge même pas cette période de la même façon. Et des études américaines pour la plupart ont vu que plus d'un tiers des septuagénaires se définissent comme étant d'âge moyen. C'est-à-dire que personnellement, moi je me vois pas comme une personne du troisième âge. Je me vois aussi comme une personne d'âge moyen. Parce qu'on vieillit mieux aujourd'hui, on a d'autres conditions de vie. Enfin, je veux dire, moi je me souviens que quand j'habitais chez ma grand-mère, elle avait 40 ans quand elle est devenue grand-mère, donc moi j'habitais chez elle, j'avais 4-5 ans, donc elle devait avoir 44-45 ans, et je l'appelais Mémé. Enfin, je veux dire, et ça ne le choquait pas, c'était normal, hein, Mémé. Mais vous imaginez appeler une femme de 45 ans Mémé aujourd'hui? C'est totalement anachronique. Donc cet âge, c'est devenu beaucoup plus élastique. Et donc, on peut pas vraiment placer cet âge moyen et on peut pas vraiment dire la crise de la quarantaine ou la crise du milieu de vie, c'est à cet âge ou à cet âge, etc. Et donc, quand on a fait d'autres études pour, par exemple, les gens qui avaient eu une crise de la vingtaine, par exemple, 44% des personnes à qui on avait posé la question ont dit qu'ils avaient eu une crise de la vingtaine. Il y en a 49% qui ont une crise de la trentaine, 53% qui ont une crise de la quarantaine. Donc, en fin de compte, c'est un petit peu comme s'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de crises à n'importe quel âge. Donc, d'après pas mal d'études auxquelles je vais venir dans un instant, on commence à en douter qu'il y a une crise de la quarantaine, en fin de compte, mais que tout simplement, il y a des crises qui arrivent pendant la quarantaine, mais qui peuvent parfaitement arriver avant ou après ou pendant. Alors, point de vue des études, on a remarqué que le fait de signaler une crise de la quarantaine, alors ça pouvait des fois être associé à un divorce récent ou à une perte d'emploi ou le décès d'un être cher, parce que quand on arrive à la quarantaine, nos parents ont déjà un âge déjà beaucoup plus élevé, nos amis, les personnes qu'on connaît, et là on commence à perdre des personnes qui nous sont chères. Quand on arrive à la quarantaine, la cinquantaine, ça commence notre cercle commence à se diminuer. Donc il y a plus de risques pour qu'on vive certaines choses plus mal que d'autres. Et c'est un fait que de perdre son travail à l'âge de 40, 45 ans ou 50 ans, c'est beaucoup plus difficile de remonter en selle ou de repartir sur autre chose ou d'en retrouver que quand on a 20 ans ou 25 ans. C'est un fait. Donc ça veut dire que les problèmes que l'on peut avoir à 40 ans, même s'ils vont être les mêmes que ceux qu'on peut avoir à 30 ans, peuvent avoir plus d'impact et peuvent être plus importants. Mais on a quand même remarqué que pour la plupart de ceux qui avaient révélé une crise de la quarantaine, alors il y en avait quelques-uns qui étaient associés à des divorces, etc. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'âge qu'on a. Mais c'était principalement, en fin de compte, une tendance à la dépression, tout simplement. C'est des personnes qui ont des antécédents de dépression, si on regarde bien, et ceux-ci se font plus pressants ou peuvent devenir plus importants ou plus intenses vers cet âge-là. Mais sans ça, on a vu que, ce qu'on dira pour mettre d'accord un petit peu tout le monde et pour rester dans le domaine de ce qui est vérifiable, on est constamment en évolution, on est dans un développement constant et notre personnalité change régulièrement. Alors, elle ne change pas du tout au tout, ou en cas très rarement, même si ça peut arriver, mais lentement, on change, on évolue, on n'est plus aujourd'hui la personne qu'on était hier et on n'est pas non plus la personne qu'on sera demain. Et donc, ça fait que
dans certains de ces déplacements, on a une tendance à donner le nom de crise quand on a passé certains caps ou certains développements. Et c'est pour ça qu'on parle de crise de l'adolescence, alors qu'il n'y a pas de crise de l'adolescence. D'ailleurs, il n'y a même pas d'âge de l'adolescence. On parle de la crise de la trentaine, on parle de la crise de la retraite, on parle de la crise de ceci et cela. On aime bien utiliser ces mots pour nous donner des principes ou dira-t-on, des piliers, des bornes, en quelque sorte, pour nous reconnaître et pour nous dire, voilà, c'est la crise de la quarantaine. Mais si on regarde bien, on se rend compte que une étude longitudinale qui a suivi des milliers d'Américains qui avaient entre l'âge de 41 et de 50 ans, en réalité, on s'est rendu compte qu'ils devenaient moins névrosés et moins gênés avec l'âge, et que les changements de personnalité n'étaient pas nécessairement négatifs. Bien au contraire. Et la plupart d'entre vous qui écoutent ou qui voient ce webinaire, ou même la vidéo YouTube quand ça sera sur YouTube, si vous avez passé vous-même la quarantaine, la cinquantaine, vous savez parfaitement qu'à partir en tout cas, vers la fin de la trentaine, début de la quarantaine, on commence à mettre plus de limites, on commence à dire oui, maintenant ça va, quoi. Et puis quand on arrive à 50, 60 ans, là, on ose même devenir un vieux con, ça ne pose pas du tout de problème de dire oui, non, ça je veux pas, quoi. Donc cette fameuse crise de la quarantaine, ou cette évolution, elle n'est pas nécessairement négative. Et au contraire, dans beaucoup d'autres domaines, on se rend compte qu'on devient généralement plus tolérant et on a beaucoup plus d'émotions positives en fin de compte. Surtout une fois cette période passée. C'est un petit peu comme si, on est dans une évolution, on devient une personne mûre, bien mûre, on a plus d'assises, on a plus de sécurité, on croit plus en soi quand même, on a une certaine expérience de la vie qui fait que on peut plus facilement mettre certaines limites et puis aussi avoir une certaine acceptation vis-à-vis de certaines choses où on sait parfaitement que ça de toute façon on peut rien y faire, ça fait 30 ans que j'essaie, ça n'a pas marché donc je laisse tomber. Enfin bref, donc on obtient en fin de compte, on peut facilement arriver à la cinquantaine avec une satisfaction de vivre bien retrouvée et une bonne assise en fin de compte. Donc la période de la quarantaine n'est pas nécessairement associé à quelque chose de négatif. Ça peut parfaitement être associé à quelque chose de très positif. Et donc, dans une autre étude qui a été faite où on a justement essayé de voir s'il était question de la crise de la quarantaine ou de la crise du milieu de vie et comment est-ce que ça a été vécu, etc. Alors, au départ, lors de cette étude, on s'est rendu compte que 23% des participants ont vécu ce qu'ils ont appelé la crise de la quarantaine. Mais au lieu de se satisfaire de ça, c'est-à-dire que si on enlève tout ce qui est divorce, personne de votre entourage qui meurt, etc., il y a Laurence qui me dit « Il serait donc temps que je fasse ma crise question limite ». Très bonne idée, Laurence, mettez des limites, très très bien, très bonne idée de faire votre crise sur ce coup. Et puis là, dans ce cas-là, les gens vont pouvoir dire « Oh, c'est bon, c'est maman qui tape sa crise. » Voilà, maintenant vous avez une excuse. Et donc, en creusant un peu plus et en virant toutes ces personnes qui ont donc vécu une perte de travail ou d'autres raisons, parce que pour dire que c'est une crise de la quarantaine, il ne faut pas que ce soit relié à un incident de parcours ou à quelque chose qui vous a mis hors course, bien entendu. Parce que là, dans ce cas-là, c'est pas une crise de la quarantaine, mais c'est une crise à cause du divorce ou perte de l'emploi. Donc, quand on a enlevé de ces 23% les personnes qui avaient donc vécu une période difficile, en fin de compte, on en est arrivé aux environs de 8%. Donc le reste avait donc vécu des transitions majeures et des problèmes, mais il n'était pas de question de crise de la quarantaine entre guillemets. Alors, en gros, 8% des personnes qu'on peut dire vivent mal une certaine transition. Est-ce que c'est nécessaire de dire que c'est une crise ? Est-ce qu'on doit l'excuser pour une crise ou est-ce qu'il va peut-être falloir chercher ailleurs ? Voilà. Il y a
chose amusante, c'est que il y a eu des études qui ont trouvé des preuves d'une augmentation des névroses à la quarantaine, mais quand cette étude a été répétée, en fin de compte, on n'a pas pu la répéter. On n'a pas obtenu les mêmes résultats. Donc, en fin de compte, on en est arrivé à se dire que la façon dont on posait les questions et la façon dont on faisait la recherche, en partant du principe qu'il y avait une crise de la quarantaine ou une crise du milieu de vie, eh ben, ça orientait les résultats qu'on obtenait des personnes qu'on interviewait tout simplement. Et plus le principe était accepté des autres, et ben plus on avait une tendance à dire bon bah c'est la crise de la quarantaine. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, même de ces études, que les hommes plus jeunes aujourd'hui, ils utilisent le terme crise de la quarantaine ou crise du milieu de vie pour décrire tous les revers qui peuvent nous arriver dans la vie ou dans la vie de famille. C'est un petit peu le problème que l'on peut avoir. Alors, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup parlé vis-à-vis de mes clients, en tout cas. C'est que, d'une part, on a une banalisation de tous ces termes plus ou moins psychologiques. Et puis, deuxièmement, il y a aussi une espèce d'inflation dans les termes. C'est-à-dire que si il m'arrive une tuile, s'il m'arrive quelque chose qui me fait de la peine, qui me rend triste, qui me donne du chagrin, si je dis à quelqu'un, ouais, ben, j'ai beaucoup de chagrin parce que ben, j'ai eu beaucoup de chagrin quand ma chienne est morte, par exemple, j'ai énormément de chagrin, bof, ouais, d'accord. Bon. Par contre, faut que je dise, j'ai été déprimé, quoi. Je suis déprimé aujourd'hui parce que ma chienne est morte. Là, oui. Là, c'est compris. Là, on peut dire, ok, là, il y a quelque chose qui a fait mal. Donc, on a cette espèce d'inflation qui fait que les mots qu'on utilise, d'une part, sont devenus beaucoup plus généraux. Alors, par exemple, les gens vont me dire je stresse. Bah, je stresse, ça veut rien dire, je stresse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez peur, vous êtes inquiet, vous êtes sur les nerfs, quelque chose qui ne va pas, mais soyez plus précis, parce que je stresse, ça c'est une réaction, mais ça ne me dit pas ce qu'on ressent. Donc, déjà, les choses, ou alors j'ai pété les plombs. Bon, ben. Je connais des chansons de rap qui utilisent ça, mais à part ça, moi, ça ne me dit pas grand-chose. J'ai pété les plombs. Vous êtes mis en colère, vous avez craqué, vous avez pleuré. Enfin bref. Donc déjà, d'une part, on utilise des termes beaucoup plus généraux et qui ne veulent pas dire grand-chose. Et puis en plus, on en rajoute une couche parce qu'il faut que ce soit violent. Péter les plombs, stresser, entrer en dépression, etc. Donc, de cette façon, on utilise aussi, c'est la crise de la quarantaine, ou c'est, ok, j'ai la crise de la quarantaine, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Boum, ça devient beaucoup plus général, ça devient beaucoup plus important. Et puis, en règle générale, on ne peut pas y faire grand-chose, donc ça peut nous donner une excuse pour rester un petit peu dans cet état dépressif ou dans cet état passif pendant une certaine période ou continuer à faire des conneries parce que, voilà, c'est la crise de la quarantaine, il faut bien la vivre. Hein. Encore une fois, c'est un peu comme la crise de l'adolescence. Tous les ados ne l'ont pas, c'est pas vrai. Mais donc on dit c'est la crise de l'adolescence. Puis tout d'un coup, on se rend compte que c'était pas ça, que c'était autre chose et que c'était plus grave. Voilà. Donc c'est un petit peu général et c'est stigmatisant. Ça n'explique rien, ça nous fait pas avancer. Donc cette crise de la quarantaine ou cette crise de milieu de vie, en fin de compte, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ça ne nous apporte pas beaucoup de bien. C'est une période de vie, bien entendu. C'est une période de vie où les enfants sont généralement plus grands. Certains ont peut-être même déjà volé du nid. Et on se réoriente dans une certaine direction. Et donc, comme tout changement, il est normal qu'on est obligé de faire des ajustements dans notre vie de tous les jours. On aura plus de temps pour certaines choses, moins de temps pour d'autres. Enfin bref, après c'est une période de vie comme une autre, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, mais qui peut être tout aussi enrichissant et bonne et positive que n'importe quelle autre période de la vie.
Mais alors, quid des personnes qui ont vraiment cette fameuse crise de la quarantaine alors? Parce que il y en a quand même qui ont des problèmes. Eh ben dans ce cas-là, les problèmes, ils viennent d'ailleurs. C'est pas la crise de la quarantaine, ça a absolument rien à voir avec ça. Ça a à voir avec une crise relationnelle. Alors après, je sais pas, moi, si vous êtes dans un couple où vous êtes, pour ainsi dire, colocataire, parce que les choses marchent pas mieux que ça, mais que tant que vous aviez les enfants à la maison, les choses se passaient à peu près bien parce qu'on avait quelqu'un à engueuler, des sujets de conversation et d'autres choses. Parfait. Les enfants volent du nid, tout d'un coup on est face à face avec son conjoint, on n'a plus rien à se dire. Ben, ça c'est des problèmes de couple, c'est pas une crise de la quarantaine. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a une tendance à être dépressif, une tendance à angoisser facilement, mais que ça a été retenu parce qu'on avait d'autres objectifs, ou parce qu'on travaillait d'une autre façon, ou parce que, etc. Mais que tout d'un coup ça devient plus présent parce qu'il est arrivé quelque chose, ou parce qu'il y a eu des changements dans la vie. Dans ce cas-là, c'est ça qu'il va falloir traiter. En gros, ce qu'il faut traiter, ou ce qu'il faut travailler, parce que c'est pas on n'est pas nécessairement obligé d'aller chez un psy chaque fois qu'on a un peu de travers, mais s'il y a quelque chose sur quoi travailler, ça va être justement de voir, bon bah ok, les choses se passent mal, la crise de la quarantaine, Malka a dit ça n'existe pas, donc où est le problème quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que j'ai tel et tel problème? Là, vous pouvez éventuellement aller chez un psy pour essayer de vous réorienter. Est-ce que c'est parce que je sais plus trop quoi faire de ma vie maintenant, parce que j'ai tout basé sur les enfants et je sais pas trop où aller maintenant? Enfin bref, après, c'est à vous de voir quelle est la raison de ce mal-être, si mal-être il y a, plutôt que de coller ça sur une crise de la quarantaine et de ce fait ne rien faire. Et puis après avoir vécu la crise de la quarantaine, il vous reste plus qu'à vivre la crise de la cinquantaine parce que vous avez rien fait lors de cette fameuse crise de la quarantaine, vous avez rien arrangé et vous n'avez donc pas avancé. Donc en gros, il s'agit de vivre ces crises ces crises de vie, c'est-à-dire ces périodes de vie plutôt, ces changements dans votre évolution. Mieux vaut les utiliser pour voir à quoi vous pouvez avancer, dans quelle direction vous pouvez aller, ce que ça vous apporte, ce que vous avez perdu, parce que vous avez perdu certaines choses. Je me souviendrai toujours, je devais avoir passé 30 ans, c'était pas très long, je devais avoir 30 ou 31 ans, et pour la première fois de ma vie, j'ai couru après le bus et je ne l'ai pas rattrapé, j'étais trop essoufflé, quoi. Oh, je me suis dit, non, t'es en train de vieillir. Et ouais, il y a des choses qu'on peut plus faire à un certain âge ou qu'on peut faire moins bien à un certain âge. Puis il y a d'autres choses qu'on fait vachement mieux. Donc, personnellement, moi, je voudrais pas avoir 20 ans encore. Donc, c'est plutôt de cette façon-là dont il faut vivre. Il faut peut-être changer sa philosophie de base, vivre son âge, vivre son évolution et en tirer le mieux que l'on peut, plutôt que de mettre ça sur le dos d'une pseudo-crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine ou soixantaine. Voilà, c'était le sujet pour aujourd'hui. Et donc, il ne reste plus à Laurence qu'à faire sa crise question limite, et puis tout est parfait. Merci d'être venu. Si vous voulez que je tienne un webinaire sur un autre sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Sans ça, je vous retrouve, moi, d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. Bonne soirée, au revoir. Cyril Malka, son divan. Cyril Malka, son divan. Son divan. Son divan. Cyril Malka, son divan.